Monsieur Daniel Lebel, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions publiques, privées, Mesdames, Messieurs les membres du CA de IIA Haïti, chers membres de IIA Haïti, Mesdames, Messieurs, distingués invités, le conseil d'administration de l'IIA Haïti est honoré de vous accueillir à ce webinaire qui clôture les activités dans le cadre de la célébration du mois de sensibilisation à l'audit interne dans un contexte particulier, celui de la pandémie COVID-19. En effet, le monde est pratiquement à l'arrêt depuis près de 3 mois. La pandémie, en plus de nombreuses victimes humaines recensées, contraint plusieurs entreprises, institutions publiques ou privées à revoir leur mode de fonctionnement, leur effectif, leur horaire et même leur core business. L'économie mondiale subit les contre-coups de cet état de fait. Réduction de la production de bon nombre de biens, limitation des déplacements entre les pays, ce n'est pas une augmentation du taux de chômage, de change, pour ne citer que cela. Cette situation augmente les risques pour les institutions publiques ou privées à bien des égards. Il convient que chaque entité puisse les identifier, en mesurer l'impact et agir en conséquence. Il est donc fondamental que les plans d'audit stratégique soient revus dans la perspective de réévaluer l'impact potentiel de la pandémie sur les opérations courantes, la gouvernance de l'entreprise, l'environnement de contrôle, ainsi que la fonction d'audit elle-même. En cette période de crise, l'audit interne a plus que jamais un rôle important à jouer et constitue un atout pour les entreprises et les institutions étatiques. C'est dans ce contexte de crise que IIA Haïti a choisi de lancer la campagne de sensibilisation sous le thème « L'audit interne en temps de crise », spécialement dans le contexte de COVID-19. C'est dans cet état d'esprit que le thème de webinaire de ce matin a été choisi, « Comment auditer dans un contexte de COVID-19 ». Mesdames et messieurs, distingués invités, pour animer ce webinaire, nous avons choisi pour vous l'expert canadien, M. Daniel Lebel, qui, de façon spontanée, a décidé de partager ses expériences avec vous. Je prends ici occasion pour le remercier publiquement. M. Lebel, au nom de l'Institut, merci de votre collaboration et de votre support. Mesdames et messieurs, distingués invités, tout en vous encourageant à suivre toutes les consignes sanitaires pour éviter la propagation de la pandémie, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne participation. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Gali. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous virtuellement et j'aurais bien aimé physiquement. J'ai l'habitude d'avoir des visites annuelles parmi vous avec les auditeurs internes de IIA Haïti à Port-au-Prince, mais aujourd'hui, on va le faire d'une manière virtuelle. Donc, j'espère premièrement que tout le monde est en santé, vous et vos familles aussi. C'est des temps difficiles. Ce n'est que le commencement, ça fait pratiquement 3 mois qu'on se retrouve en isolation, mais beaucoup encore, comme le mentionnait Gali, beaucoup d'incertitudes sur la situation. Donc, je vais essayer de vous aiguiller un petit peu sur les manières de faire pour l'audit interne afin de bien tirer son épingle du jeu lors de cette crise actuelle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Daniel Lebel, je suis comptable de formation, mais auditeur interne de passion. Je suis chef de l'audit interne à l'Université du Québec à Montréal, où est-ce qu'on est présentement en mode virtuel aussi. On a terminé le dernier semestre d'hiver, on a entamé celui d'été de manière virtuelle et celui à l'automne va être en mode hybride, donc on se prépare pour faire des plans d'intervention tout dépendant de la situation pour pouvoir réagir.
Je suis membre sortant du conseil d'administration de l'Institut des auditeurs internes du Canada. Je suis aussi un coach pour le CIA, pour ceux qui ont de l'intérêt. Je pense que c'est important pour les auditeurs internes d'obtenir la certification CIA. Je donne, bien entendu, en Amérique, au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique, en Haïti, sur une base annuelle d'habitude, et maintenant en ligne, étant donné que la situation le nécessite grandement. Et je suis conférencier aussi sur une base annuelle avec l'Institut des auditeurs internes au point de vue mondial, où est-ce que je donne les formations de CIA, que ce soit en anglais ou en français. Donc, merci beaucoup de me donner cette opportunité aujourd'hui. Je remercie le conseil d'administration pour son implication continue dans le mois de mai de l'audit interne. Je pense que c'est important. Vous avez gagné des prix et vous continuez à le faire d'une manière récurrente année après année. Donc, je félicite les gens qui s'impliquent dans ces initiatives en tant que telles. Donc, la présentation d'aujourd'hui, on va essayer de voir la réalité et l'agilité de l'audit interne en période de crise. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une réalité qui a changé. On a des choses qui nous demandent de s'adapter. On ne peut plus avoir la même manière de travailler qu'auparavant. Donc, on va voir qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres. Je vais vous présenter le modèle de maturité de l'audit interne et comment utiliser dans ce modèle dans le contexte COVID-19. Je pense que c'est un outil qui nous permet justement de voir comment est-ce qu'on devrait prioriser nos actions et comment expliquer aux gens qu'est-ce qu'on va venir faire aussi. C'est une opportunité pour nous autres. Donc, comment on veut utiliser cette opportunité-là avec le conseil d'administration, avec le comité d'audit, avec les parties prenantes justement de l'audit interne, avec la direction, comment est-ce qu'on veut utiliser ça et donc pour pouvoir expliquer avec quelque chose qui va peut-être se tenir sur une page, comment est-ce qu'on veut être un agent de changement dans cette crise-là. Et comment et où l'audit interne fera aussi une différence en ce temps de crise. La période de questions va être à la fin. Donc, je vous invite, si vous avez des questions en parcours, on va les traiter à la fin. Vous allez à la section Q et R pour questions et réponses. Donc, mettre votre question et on va les traiter à la fin du webinaire présent. D'accord? Donc, vous avez juste à l'indiquer et je vais faire le parcours justement des questions à la fin du webinaire pour m'assurer qu'on va avoir couvert l'ensemble des choses qui vont être d'attrait pour vous. Parfait. Regardons la réalité de l'agilité de l'audit interne en période de crise. J'ai discuté avec plusieurs personnes, plusieurs directeurs d'audit interne, plusieurs vice-présidents, parcouru plusieurs sondages. Et voici notre réalité, notre agilité qui est demandée justement en audit interne en cette période de crise. La question où est-ce que les gens doivent se poser la question, c'est où était l'audit interne lors de la crise? Est-ce qu'on était cloîtré dans notre bureau en attendant que les choses se calment? Est-ce qu'on était en train de parcourir notre plan d'audit comme si de rien n'était, comme si les choses n'avaient pas changé alors que tout est en train de changer? Donc, c'est la question qu'on doit se poser. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous disent les récents sondages à ce sujet? Donc, ils nous démontrent que nous ne sommes pas ceux qui gardent les lumières allumées. Okay? C'est une réalité. L'audit interne ne fait pas partie de la ligne de la première ligne, okay? Ne fait pas partie justement de la première vague des gens qui vont au front, justement pour les opérations. Les opérations sont au front. Okay? Donc, ça nous rend quand même assez vulnérables, étant donné que si jamais il y a des coupes dans les secteurs et les organisations veulent justement conserver des fonctions qui vont être sur la première ligne, nous ne sommes pas sur cette première ligne, justement, qui est cruciale en ce temps de crise. D'accord? Donc, on n'est pas ceux qui gardent les lumières allumées, on n'est pas ceux qui vont garder les opérations en vie. Cependant, on doit démontrer une certaine valeur ajoutée pour s'assurer qu'on va être en mesure d'ajouter de la valeur et quand même apporter notre épingle du jeu lors de cette crise-là. D'accord? Donc, c'est la première réalisation. Des fois, on n'est pas dans les premières discussions, on n'est pas impliqué parce que les gens ne pensent pas à nous, justement, étant donné qu'on n'est pas sur cette première ligne-là. Ce n'est pas nous qui répondons au téléphone quand les choses n'arrivent pas, quand les chèques n'arrivent pas, quand il y a des problèmes de liquidité, quand que nos fournisseurs ne sont pas en mesure de nous fournir les équipements. Donc, il y a d'autres personnes qui sont en mesure de le faire. Donc, c'est la première réalité qu'on
Cependant, 66% des fonctions d'audit interne ont eu à mettre certains projets en attente, et je suis sûr que c'est la même chose de votre côté, et font face à des limitations de portée. Des projets en attente, bien entendu, parce que c'est un contexte vraiment particulier. Ce n'est pas facile dans tous les pays de mettre en place des solutions de télétravail. Ce n'est pas évident pour chacun des postes aussi. Donc, il y a des gens qui se voient débordés d'un côté dans l'organisation et des gens qui sont mis de côté parce qu'ils ne sont pas en mesure de s'adapter à ces situations-là. Et on fait face à des limitations de portée. Si vous êtes en train de faire des audits présentement de certification des contrôles financiers, par exemple, les requis de la Security and Exchange Commission des États-Unis n'ont pas changé. Donc, vous avez des limitations de portée parce que souvent, les personnes qui doivent répondre à vos questions ne sont pas disponibles, parce qu'ils ne sont pas connectés présentement, parce qu'ils, présentement, ce n'est pas la priorité aussi pour l'organisation. Donc, on doit délimiter ça pour voir quelles sont les limitations de portée qu'on peut avoir présentement, même si les requis, les attentes sont toujours là. Troisièmement, la plupart des organisations ont vu des changements dans leur appétit du risque. Ce qui était acceptable, ce qui n'était pas acceptable il y a 3 mois, est dans un nouveau monde maintenant et maintenant devenu acceptable. D'accord? Donc, on se doit de comprendre cet appétit du risque-là parce que souvent, on va venir dénoter certaines situations qui sont maintenant dans l'appétit du risque pour l'organisation et chaque organisation est différente. Donc, c'est vraiment important de voir pour vous ce qui était acceptable ou non acceptable il y a quelques semaines. On se penserait dans un nouveau monde. Et versus qu'est-ce qu'il est ou qu'il ne l'est pas présentement. Donc, il faut vraiment s'assurer de bien comprendre cette dynamique-là. Donc, première question qu'on devrait se poser, est-ce que nous devrions-nous conserver notre plan d'audit? Okay? On avait un plan d'audit qui était fait pour l'année, peut-être sur une base pluriannuelle, peut-être aussi. Donc, comment est-ce qu'on s'assure de voir si notre plan d'audit fait toujours du bon sens? Avant toute chose, identifier les dommages et les impacts. Vous êtes en audit interne, on veut s'assurer justement de quantifier quels sont les impacts et les dommages pour l'organisation. Quelques-uns vont être temporaires. Présentement, on a du personnel, nous, à l'université, qui ne travaille pas du tout. D'autres personnes qui travaillent à 120% de leur capacité à distance. Il y a des impacts justement parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se faire en termes d'entretien de bâtiments, des trucs comme ça. Et qu'est-ce qui va être permanent? Est-ce qu'il y a une perte permanente de vos clients? Est-ce qu'il y a une perte permanente peut-être de certains fournisseurs qui ne peuvent pas vous approvisionner maintenant avec certaines choses? Est-ce qu'il y a des rigueurs de sécurité en santé et sécurité qui vont être là et qui vont être d'une manière permanente? Le monde a complètement changé en temps de quelques semaines. Donc, il faut vraiment identifier qu'est-ce qui sont les dommages et les impacts qui vont être temporaires, qui vont être dus à une situation qui va se durer peut-être quelques semaines. Et la plupart des organisations sont toujours présentement en période de crise, en gestion de crise. Donc, c'est important de le comprendre. Évaluer dans un deuxième temps les changements de l'évaluation du risque et l'appétit du risque. Okay? Bien entendu, comme le mentionnait Gali, les risques des mois passés sont obsolètes. Okay? Ils ont complètement changé. On vit dans un autre monde maintenant. Donc, on doit mettre de côté cette chose-là. Donc, on doit s'assurer que cette évaluation du risque-là et de l'appétit du risque de l'organisation est bien délimitée. D'accord? Est bien identifiée et est bien évaluée. Donc, ça doit se faire dans une base assez courte aussi. Et communiquer davantage avec la direction et le comité d'audit. Okay? On est dans une situation de vulnérabilité pour l'organisation. Cependant, on doit s'assurer que ce n'est pas parce qu'on est dans une situation de crise qu'on n'a pas notre mot à dire. Il faut changer notre manière de faire, bien entendu, mais si on ne communique pas, on va se peinturer dans un coin et ne pas démontrer la valeur que l'on peut ajouter dans une organisation. Okay? Et ce que vous dites, la priorité numéro 1, si ce n'est pas déjà fait, obtenez un siège à la table. Okay? Plusieurs organisations ont des Pandemic Task Force, ont des comités de travail, que ce soit pour le retour au travail, la gestion de certains risques aussi. Obtenez un siège à la table, d'accord? Que ce soit comme observateur pour s'assurer que vous avez l'information. C'est déjà difficile d'obtenir des informations des fois quand on travaille en audit interne. Donc, je suis sûr que vous avez la même problématique que beaucoup de personnes, beaucoup de directeurs d'audit interne, de vice-présidents d'audit interne, d'auditeurs internes aussi, qui n'obtiennent pas l'information qu'ils avaient habituellement dans leur organisation. Donc, c'est important justement d'obtenir un siège à la table comme observateur pour s'assurer qu'on obtient ces informations-là.
Et on va être en mesure d'observer justement comment l'organisation va être en mesure de gérer ces risques pandémiques. Une petite illustration que je trouvais intéressante parce que des fois, les gens se disent, mais écoute, on essaie de planifier pour quelque chose. Il n'y a pas personne qui a suivi de cours sur comment gérer une crise pandémique en 2020. C'est une situation qui est une première. Quelque chose une phrase qu'on utilise souvent ici au Québec présentement, c'est qu'on est en train de construire l'avion pendant qu'il est en vol. C'est ce qu'on voit. Donc, en ayant un siège à la table, justement, ça nous aide à voir les différents scénarios et les différents risques pour l'organisation. Et pour voir aussi, si jamais l'organisation prend un certain niveau de risque ou ne planifie pas bien ses interventions, comment elle va faire justement pour pouvoir être en mesure de gérer ces risques-là. Donc, la réponse à la question, bien entendu, devrions-nous conserver notre plan d'audit? C'est un gros non. C'est une nouvelle réalité. On doit voir qu'est-ce qu'on peut faire justement avec notre plan. D'accord? Donc, la réponse à la question qu'on se posait présentement, bien entendu, c'est un gros non. Ce que nous devrions conserver, ça ne veut pas dire que qu'est-ce qu'on avait déjà prévu dans le passé, on doit tout jeter à la poubelle. On se doit de conserver certaines choses. Okay? Ce qui est réglementé ou réglementaire est obligatoire. Vous devez vérifier sur une base annuelle pour être sûr pour vos contrôles financiers. Vous avez certains éléments de conformité que vous devez donner à des bailleurs de fonds, des trucs comme ça. Okay. Donc, ce qui est réglementé et obligatoire va être conservé. Certains délais de certaines organisations ont été mis en place, okay? Donc il y a certaines mesures d'allègement, mais on doit conserver ce qui est réglementé et obligatoire, bien entendu. On doit conserver, si on avait déjà des services conseils qui créent de la valeur à l'organisation, qui créent toujours de la valeur à l'organisation. Vous étiez sur un mandat peut-être d'intégration, vous étiez observateur ou conseiller sur un mandat d'intégration d'un nouveau système informatique. Ce système-là est toujours nécessaire à long terme pour l'organisation et vous donnez des services conseils. Vous devez garder ces services conseils-là pour toujours créer de la valeur à l'organisation. Okay? Ça ne veut pas dire qu'on est en situation de crise, qu'on se doit de mettre toutes nos activités à l'écart. Le troisième, des missions d'assurance qui sont toujours pertinentes. Vous êtes sur des mandats d'assurance, des enquêtes peut-être aussi qui étaient entamées auparavant, des missions qui étaient liées à l'optimisation des ressources. Si elles sont toujours pertinentes et crédibles, conservez-les dans votre plan. D'accord? Et les mandats qui étaient pratiquement complétés, donc si on avait investi quand même une bonne période de temps et il reste seulement quelques heures, bien entendu, à finaliser les plans d'action, la rédaction des rapports, bien entendu, on va essayer de les finaliser. On essaie de les mettre, de les conserver pour être sûr qu'on va donner de la valeur à l'organisation. Donc, ce seraient les 4 choses que je vous dirais de prioriser pour conserver ce qui était déjà dans votre plan, cependant. Ce qui veut dire qu'on va éliminer quand même certaines activités. Okay? On vient se créer à ce moment-là une nouvelle, si ça ne fait pas partie de ces quatre catégories-là, on vient de créer à ce moment-là une nouvelle capacité dans notre équipe. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette nouvelle capacité? Okay? On doit se demander où pouvons-nous ajouter de la valeur présentement pour l'organisation. Okay? Il y a 2 catégories que je vois ici et qu'on va discuter un petit peu plus tard aussi. Le premier, c'est à gauche, c'est le support à l'organisation. Okay? L'organisation, on a conservé certaines missions qui étaient statutaires, qui étaient rôle conseil. Cependant, l'organisation est toujours en niveau de crise. D'accord? On est toujours dans une gestion de crise. Comment je peux supporter l'organisation présentement pour me rapprocher un peu de cette première ligne-là? Okay? Tout en conservant notre indépendance, on va voir quels sont les types d'activités qu'on va pouvoir faire pour supporter l'organisation. Okay? Dans un deuxième temps aussi, j'ai une capacité qui est inutilisée dans mon équipe d'audit interne. Comment je peux ajouter de certaines valeurs à ma fonction d'audit interne pendant cette crise-là? D'accord? Certaines activités qu'on se dit qui attendaient depuis des années, on veut mettre en place un nouveau plan directeur, on veut changer notre méthodologie, on veut revoir notre processus d'audit interne. On va voir à ce moment-là comment est-ce qu'à l'intérieur de la fonction d'audit interne, on pourrait investir cette nouvelle capacité-là. Okay? Donc, la nouvelle capacité pour nous, c'est du temps qui est disponible par notre équipe, justement, qui est là pour ajouter de la valeur. Donc, on va essayer de les mettre dans une de ces 2 catégories-là et sans prioriser une trop d'un côté ou trop de l'autre côté, mais en ayant un certain balancement, justement, de nos efforts
avec cette nouvelle capacité. Une image que j'aime bien, peut-être que vous les avez vues, vous avez vu ces différents cercles-là qui se sont promenés un peu sur les réseaux sociaux. Okay? La question, c'est où est-ce que je veux être pendant la crise du COVID-19, en tant que personne aussi, mais en tant qu'auditeur interne. Okay? On veut essayer de se rapprocher dans la zone de croissance, donc celle qui est la growth zone que vous voyez dans le cadran extérieur. Okay? Donc, on veut être dans un mode où est-ce que j'aide les autres et je pense aux autres aussi. Okay? Je rends mes talents disponibles pour ceux qui en ont besoin. Okay? Que ce soit dans notre vie personnelle, quand on voit des situations qui peuvent être quand même assez rigoureuses dans votre pays, mais que ce soit aussi dans notre compagnie ou dans notre département. Plusieurs personnes font face présentement à des tragédies. Ici, à Montréal, on a eu pratiquement 3000 décès juste dans la ville de Montréal. Donc, tout le monde connaît à quelque part une personne qui est décédée de la COVID. D'habitude, c'est des gens âgés, mais beaucoup de gens vivent des drames. Donc, il faut être en mesure d'avoir une certaine compréhension et d'ajuster justement d'essayer de conserver un esprit constructif et d'utiliser certaines compétences durant cette crise-là. Bien entendu, l'empathie. On se doit d'avoir un certain niveau d'empathie au niveau de nos équipes, mais aussi des personnes que l'on va auditer aussi. Donc, ça vient changer un peu notre orientation et notre esprit d'auditeur, justement. Reconnaissance que les gens font les efforts nécessaires, justement, pour combler la situation. S'ils ne collaborent pas toujours à un audit, c'est peut-être parce qu'ils sont très occupés à gérer la crise présentement. Okay? Avoir une écoute active, que ce soit avec notre personnel, que ce soit avec les personnes auditées, que ce soit avec la direction aussi. D'accord? On va essayer d'être un petit peu plus focusé sur l'avenir. On essaie de toujours l'être comme auditeur interne, mais c'est un esprit constructif qu'on veut avoir justement. D'accord? On ne peut plus revenir dans le passé, on ne peut plus regarder dans le passé sur voir comment on faisait les choses, mais comment on devra les faire dans le futur aussi. Appréciation, premièrement, qu'on a toujours peut-être un emploi présentement. Tout le monde connaît ici à Montréal des gens qui ont perdu leur emploi ou qui vont les perdre peut-être dans les prochains mois. Et dans certains départements d'audit interne, ça a été le cas parce que justement, on ne voyait pas l'audit interne comme la première ligne de défense et n'ajoutait pas de valeur ajoutée en cette temps de crise. On veut essayer justement d'apprécier ce qu'on a présentement et d'avoir du leadership justement pour conserver cet état d'esprit-là. Ouverture d'esprit, bien entendu. Communication, j'aurais peut-être même dû le mettre en premier. Communiquer est toujours important dans cette pandémie-là pour être sûr qu'on a un bon esprit du contexte. Et bien entendu, la créativité parce qu'on va nous demander de travailler différemment dans le futur. Donc, à ce moment-là, on va regarder comment le modèle de maturité en audit interne va pouvoir nous aider justement dans cet esprit-là. Je vais essayer de vous expliquer dans un premier temps le modèle de maturité de l'audit interne et après ça, on va voir comment est-ce que ça peut nous aider en voyant certains exemples. Donc, pour moi, c'est toujours un outil que j'essaie d'utiliser et je l'ai vu dans plusieurs organisations où est-ce que ça a donné, ça a aidé les organisations à tirer leur épingle du jeu pour dire, regarde, on est dans une situation de changement présentement, profitons de ça pour utiliser le modèle de maturité pour pouvoir amener l'audit interne à un autre niveau pendant cette crise-là de pandémie. Donc, premièrement, qu'est-ce que je l'appelle en français le modèle de maturité. En anglais, il s'appelle l'Internal Audit Capability Model. Okay? C'est un cadre qui permet d'identifier des activités fondamentales qui sont requises pour avoir une fonction d'audit interne efficace. Okay? Dans un premier temps, il avait été créé par le secteur public, mais il était adapté présentement par l'Institut de recherche de l'Institut des auditeurs internes pour pouvoir l'adapter justement à tout type d'organisation, qu'elle soit publique ou privée. Ça reflète des activités novatrices en gouvernance, en gestion des risques, en audit interne, justement pour s'assurer de pratiques pertinentes qui sont utiles et vraiment pragmatiques et prospectives. D'accord? Je vais vous donner les liens à la fin si vous voulez les consulter. Une portion qui est gratuite que vous pouvez même télécharger et aller voir justement. C'est un outil qui est très utile. Et je vais vous montrer aussi comment est-ce que ça peut vous aider à communiquer justement avec les gens sur votre vision de l'audit interne et comment est-ce qu'on peut aider l'organisation dans ce temps de COVID-19. Donc, qu'est-ce que le Internal Audit Capability Model? Okay? C'est un cadre, premièrement,
pour évaluer la fonction. Okay? Donc, vous devez premièrement évaluer la fonction pour voir où est-ce que vous êtes présentement. C'est un véhicule pour communiquer avec les parties prenantes, d'accord? Pour voir quelles sont les attentes justement des différentes du comité d'audit, du conseil d'administration, de la direction versus la fonction d'audit interne. Donc, ça va nous aider à évaluer ce cadre-là pour dire où est-ce qu'on est présentement et où est-ce qu'on voudrait se projeter dans le futur. Où est-ce qu'on est présentement dans la crise aussi. Et aussi, c'est une feuille de route afin de suivre l'évolution de la fonction. D'accord? On sait que d'après nos normes, on se doit d'être dans une prospective d'amélioration continue. Donc, comment ce modèle-là va pouvoir nous aider justement pour ce faire? Donc, le cadre qu'on va voir, OK, c'est un modèle matriciel. D'accord? La feuille est vide présentement. Je vais vous montrer un peu comment on peut regarder chacun des niveaux et chacune des sections en tant que telles. Donc, on va les parcourir vite. Donc, vous allez voir que c'est un modèle matriciel. Moi, j'aime bien les modèles matriciels qui tiennent sur une page quand je veux communiquer, quand je veux interagir avec des gens. On va être en mesure de voir où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'on pourrait être et où est-ce qu'on se projette dans le futur aussi. Ça va nous aider à voir quelles sont les actions qu'on doit mettre en place pour modifier nos façons de faire aussi. Donc, on va voir dans un premier temps les différentes composantes qui sont, vous voyez dans le modèle matriciel, qui sont en haut du modèle. D'accord? Il y a 6 composantes du modèle de maturité en audit interne. La précédente, les 6 composantes, le service et le rôle de l'audit interne. On va aller voir comment est-ce que ça se traduit présentement dans votre organisation. La gestion des ressources humaines en audit interne, bien entendu. Les différents niveaux de pratique professionnelle, justement, du modèle. Comment on va gérer la performance et l'imputabilité, justement, de l'audit interne, les relations avec l'organisation et la culture organisationnelle, et bien entendu, la structure de gouvernance de l'audit interne à travers ce modèle. D'accord? Donc, ce sont les 6 composantes. Vous les voyez, ce sont certains exemples qu'on va voir justement dans les 6 composantes, dans le service et rôle de l'audit interne à travers la conformité, les services conseils, performance et optimisation. Gestion des ressources humaines, où est-ce qu'on va voir le développement des ressources humaines et des compétences. Je n'irai pas plus loin, on va en discuter un petit peu plus long lors des prochaines slides. Donc, on a vu les 6 composantes qui se trouvent en haut du modèle de maturité. Les 5 niveaux de modèle de maturité, d'accord? Le premier est un niveau initial, où est-ce qu'on a des éléments individuels sans croissance durable, d'accord? Ce n'est pas le niveau qui est suggéré, bien entendu, mais c'est des éléments ponctuels ou individuels, mais sans croissance durable. Le niveau supérieur, qui est le niveau de base, on va commencer à avoir des pratiques et des procédures d'audit qui sont durables et conformes aux standards aussi. Le niveau 3, qui est le niveau intégré, on va avoir des pratiques professionnelles et gestion uniforme qui est bien appliquée du modèle en tant que tel. Le niveau 4, qui est bien géré, le niveau bien géré. L'audit interne de l'information afin d'améliorer la gouvernance et la gestion des risques de l'organisation. D'accord? On commence à être un niveau supérieur. Et le niveau 5, qui est le niveau optimal, l'audit interne est en mode d'amélioration continue. Donc, où est-ce qu'on devrait être? Peut-être pas d'ici les prochains mois, mais peut-être c'est quelque chose qui est visé dans certaines organisations. Et on va voir la manière dont on va le voir aussi. Donc, on voit justement à travers les différentes, avec le modèle matriciel, on voit comment le service et le rôle de l'audit interne, gestion des ressources humaines, pratiques professionnelles, ainsi de suite, va se traduire à travers chacun des niveaux. D'accord? Le niveau 1, ce n'est pas le niveau justement qu'on veut viser. Okay? Le niveau 1, on a des pratiques qui sont quand même non structurées, des vérifications qui sont isolées, certains mandats qui sont faits sur le tas. Donc, il n'y a pas un très haut niveau à ce niveau-là. On va voir à travers ces différents niveaux pour chacune des composantes, qu'est-ce que ça veut dire. D'accord? Si je prends pour exemple le niveau 3 pour le service et rôle de l'audit interne, on va voir qu'à ce niveau-là, on va avoir des services conseils. Okay? On va faire des analyses de performance et d'optimisation. D'accord? On voit que c'est un niveau un petit peu plus recherché. D'accord? Si je prends toujours pour le service et le rôle de l'audit interne, le niveau 5, le bureau de l'audit interne est reconnu comme agent de changement clé. Okay?
Et on a une convergence des fonctions de contrôle. Donc, c'est un niveau optimal, mais est-ce que c'est réaliste pour vous de le faire dans les prochaines semaines? C'est une autre paire de manches en tant que telle. D'accord? Donc, on va voir à ce moment-là, pour chacun de ces éléments-là, certaines activités que dans le cas de la COVID-19 pourraient nous aider justement à grandir dans ce modèle-là. Je vous laisse une minute ou deux pour répondre à cette question-là. Pas besoin de leur répondre parce que je ne peux pas vous entendre, mais prenez une minute ou deux pour une minute pour pouvoir penser. Selon vous, à quel niveau du modèle sont intégrées les normes internationales en audit interne? Est-ce que c'est un niveau 1 initial, au niveau 2 infrastructure, au niveau 3 intégré, au niveau 4 géré ou au niveau 5 optimal? Je vous laisse quelques secondes pour y penser. Donc, la réponse à la question, c'est le niveau 3, le niveau intégré. Donc, les normes internationales qui sont en audit interne, qui sont demandées par l'IIA, ne sont pas un niveau 5. Donc, on ne vous demande pas d'être optimal partout. On vous demande d'avoir un niveau 3 pour chacune de ces composantes-là. Cependant, si vous voulez justement tirer bénéfice justement de la pandémie et donner plus de valeur ajoutée pour l'organisation, on va voir comment, même si vous respectez les normes, comment est-ce que vous pouvez améliorer vos pratiques présentement dans un cadre de COVID-19. D'accord? Et pourquoi et quand utiliser le modèle? OK? Premièrement, quand vous voulez faire une auto-évaluation et donner de l'amélioration continue. D'accord? Je le fais pour plusieurs départements d'audit interne qui veulent faire cette auto-évaluation-là. Dans le cas de planification stratégique aussi, présentement, plusieurs personnes, je pense que Gaby le mentionnait aussi tout à l'heure, plusieurs personnes doivent refaire justement leur planification stratégique organisationnelle, mais planification stratégique de l'audit interne aussi. D'accord? Quand on veut partager et communiquer sa vision, on va voir avec les différents modèles, les différentes choses qu'on peut utiliser, comment donner un visuel qui peut être quand même assez pragmatique et intégré à l'organisation. Et quand je veux maximiser et développer la fonction, d'accord? Je veux maximiser et développer la fonction, je fais mon auto-évaluation, je vois que je suis à un niveau 3 ou 4 dans certains types de composantes. Peut-être que je veux être en mesure d'augmenter en fonction des attentes des parties prenantes, d'accord? Et un outil de balisage, je peux dire, bien, écoute, présentement, moi, je suis à un niveau 3 dans telle composante, je peux me comparer à d'autres universités, à d'autres organisations qui sont dans mon pays et qui sont en mesure justement de faire cette auto-évaluation-là en tant que telle. Donc, comment utiliser le modèle dans le contexte actuel? On va parcourir certaines de ces composantes-là pour voir comment on peut être en mesure justement de tirer notre épingle du jeu dans un modèle de COVID-19. Ce que je vous suggère, moi, c'est d'aller downloader, d'aller télécharger, en français, excusez-moi, télécharger justement ce modèle-là et voir comment certains exemples qui peuvent être justement très bien pour vous dans un mode ponctuel de COVID-19. Donc, on va le voir pour quelques-unes de ces composantes-là. Je vais vous donner certains exemples qui peuvent être justement tout dépendant du niveau où est-ce que vous vous trouvez. Le premier, on va trouver les services et le rôle de l'audit interne. Okay, dans la première colonne qu'on voyait tout à l'heure. Bien entendu, on ne parle pas du niveau 1 parce que le niveau 1, c'est les plus basses pratiques, si on peut dire, qu'on va avoir. Si on regarde les niveaux 2, 3 et 4, d'accord? Excusez-moi, les objectifs, peut-être les objectifs devraient être des opportunités. Je les ai mis en anglais ici pour ceux qui auraient un certain intérêt aussi. Cependant, les services et le rôle d'audit interne, okay, si on regarde le niveau 2, on fait des vérifications de conformité. Okay? Des fois, on pourrait faire des vérifications de conformité avec des third-party audits. C'est des choses qu'on voit de plus en plus. Aller vérifier justement des fournisseurs pour voir s'ils ont toujours la capacité nécessaire de venir nous donner nos services qui sont rendus. Okay? Justement, les stakeholders, les différentes personnes qui sont impliquées avec l'audit interne veulent avoir une réassurance justement que les contrôles clés sont toujours là en termes de couverture justement. Ce n'est pas parce qu'on est en niveau de crise qu'on n'a pas les contrôles internes clés qui fonctionnent. Donc, ils veulent peut-être se faire rassurer justement sur ces contrôles clés-là qui devraient toujours en place même en mode de crise. Au niveau 3, où est-ce qu'on donne des services conseils et d'analyse de performance et d'optimisation. D'accord? On veut peut-être regarder, peut-être voir comment est-ce qu'on optimise le télétravail, le téléworking en anglais. D'accord?
ça nous amène peut-être des brèches en termes de sécurité de l'information. Okay? Bien entendu, je dois me donner une certaine, à un niveau 4, une assurance générale sur la gouvernance, les risques et les contrôles. D'accord? Je dois peut-être me mettre dans une, sortir de mon rôle justement à ce niveau-là pour me dire, OK, j'ai un rôle d'indépendance présentement en audit interne et euh, j'ai un rôle d'indépendance en audit interne, mais est-ce que je ne devrais pas sortir de ce rôle-là d'indépendance parce que j'ai certaines compétences dans l'organisation pour aider l'organisation? Okay? Si vous voulez le faire, attachez-vous avec le comité d'audit et avec le conseil d'administration. Okay? J'ai vu beaucoup de gens d'audit interne qui ont dit, regarde, j'ai 3 personnes présentement où est-ce que les missions ne sont plus possibles de faire, de finaliser. Donc, et qui ont certaines compétences en data analytics, en analyse de données, en gestion des données, en data privacy, des trucs comme ça. Elle dit, ben, je vais prêter ces ressources-là justement à la première ligne en oubliant mon rôle d'indépendance pour pouvoir gérer cette crise-là. D'accord? Est-ce que c'est viable pour l'organisation à long terme? Non, on veut garder notre rôle d'indépendance. Mais tant qu'on est en mode toujours dans la zone rouge, peut-être qu'on devrait voir si on ne doit pas sortir de ce rôle-là d'indépendance-là pour venir aider l'organisation. Cependant, allez vous attacher avec le comité d'audit, la direction et le conseil d'administration, justement pour être sûr qu'ils sont d'accord avec ce rôle-là que vous pouvez jouer maintenant. Le deuxième, en gestion des ressources humaines, vous avez des gens, vous avez des ressources présentement peut-être qui sont un petit peu moins occupés, qui se disent depuis quelques mois, quelques années, quelques décennies peut-être, qui disent « Ah, ben j'aimerais bien avoir ma certification. Okay? » Les certifications vont devenir un prérequis dans beaucoup d'organisations dans le futur. Si les gens ont le choix d'engager une personne qui a ou non ces certifications-là, devinez qui va être la première personne qui va tirer son épingle du jeu. Bien entendu, celle qui va avoir la certification. Que ce soit le CIA, le CISA, le CFA, le CFE, d'accord? Ce sont des certifications qui vont devenir des prérequis dans le futur. Donc, si vous avez des ressources présentement qui sont disponibles justement et qui sont un petit peu moins occupées, bien, amenez-les peut-être à voir et supportez-les justement dans la bonification d'avoir cette certification-là. D'accord? Et ce ne serait peut-être pas une mauvaise chose aussi de donner la formation à des gestionnaires, à des équipes de gestionnaires pendant ce temps de pandémie. Certains sont en train de se sortir la tête de l'eau, si on peut dire. Mais c'est peut-être un bon temps justement pour donner de la formation et donner peut-être de créer des vidéos que les gens vont pouvoir consulter sur la prévention de la fraude, sur certains contrôles dans l'organisation, sur le rôle de l'audit interne, et ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est pour la gestion des ressources humaines. Donc, assurez-vous que votre équipe est bien occupée. Si elle ne l'est pas, bien, trouvez des choses à valeur ajoutée pour l'organisation à l'intérieur de votre équipe pour pouvoir qui s'occupe d'être bien formé et aussi de former les gens dans l'entreprise qui ont quand même peut-être une certaine capacité pour vous accueillir en tant que tel. La pratique professionnelle, on veut s'assurer aussi de toujours conserver des bonnes pratiques professionnelles, d'accord? Comme je mentionnais au niveau 2, gardez votre équipe quand même bien occupée. Revoyez les risques et les priorités avec avec la direction et avec le comité d'audit. Présentement, qu'est-ce que vous devez garder? Qu'est-ce que vous voulez ajouter parce que on est dans une crise de pandémie? Il y a des choses que je dois ajouter parce qu'il y a un mauvais traitement peut-être du contrôle interne dans l'organisation ou des choses qui ont changé. Des choses que je veux reporter, bien entendu, et des choses que je veux éliminer. Donc, on se doit de garder des bonnes pratiques sur l'utilisation du cadre professionnel tout en communiquant bien notre vision. Au niveau 3, on veut avoir, bien entendu, en profiter peut-être pour venir raffermir un peu nos processus d'audit interne. Peut-être qu'on n'était pas efficace, peut-être qu'on a une manière de travailler. Et en discutant avec la direction et le comité d'audit, on va voir que les besoins ont changé. Les besoins, c'est de ne pas avoir un rapport 3 mois après la fin de l'audit, mais d'avoir de l'information en temps réel aussi. Et au niveau 4, où est-ce que je peux justement préparer la stratégie de l'audit interne pour la nouvelle normalité. On utilise beaucoup le new normal, la nouvelle normalité dans le futur parce qu'on va être dans un monde différent. On ne sait pas pour combien de temps.
Alors, peut-être qu'il va y avoir un retour à la vraie normale dans plusieurs mois, mais on va devoir s'adapter peut-être à cette situation-là pendant plusieurs mois ou peut-être plusieurs années. D'accord? Et de faire une identification peut-être des leçons apprises pour s'assurer qu'il y a des choses de qualité qui vont être mises dans le futur pour pouvoir s'assurer justement qu'on va être en mesure de tirer profit des leçons qui ont été apprises de cette crise-là. Gestion de la performance et de l'imputabilité. On a vu notre plan changer, notre rôle a changé peut-être aussi. Peut-être que l'intégration justement de la performance et de l'imputabilité doit se faire sur une base hebdomadaire ou sur une base mensuelle. Okay? Moi, présentement, il y a des choses même qui vont être sur une base quotidienne. Il y a des choses qu'on va monitorer sur une base quotidienne, d'autres sur une base hebdomadaire et d'autres sur une base mensuelle. Parce que l'information on a changé d'un bout à l'autre nos opérations en temps de le dire. On doit s'attarder justement à bien gérer notre performance et notre imputabilité de la même manière en changeant notre manière de travailler. D'accord? On se doit justement de communiquer sur une base plus rapide. Et un niveau 4 bien géré, on veut justement réévaluer quelles sont nos mesures de performance à court, moyen et à long terme pour la fonction d'audit interne. Peut-être que quelque chose qui n'était pas un indicateur d'audit interne, le nombre de personnes qui sont certifiées dans mon département n'était pas une mesure de performance à long terme, mais peut-être elle va l'être présentement à moyen ou à long terme dans le futur. D'accord? Donc, c'est des choses qu'on se doit de mettre en place pour s'assurer que la performance, que ce soit d'un point de vue qualitatif ou quantitatif, va être en place aussi. Dans la structure de gouvernance, on va s'assurer justement de bien coordonner avec les autres lignes de défense. Okay? On se doit d'avoir une plus grande, si vous avez d'autres lignes de défense, je mentionne les autres lignes de défense, bien entendu, la seconde ligne de défense avec la gestion des risques, les gens qui se travaillent en conformité, en analyse de qualité justement, en analyse de conformité, en santé et sécurité aussi. C'est des gens qui ont pris une plus grande responsabilité au cours des dernières semaines. Donc, on va se coordonner pour voir quels sont les efforts qui sont déployés et des risques qui sont toujours présents. Présentement, nous, on est en train de planifier le retour sur le campus présentement de notre université. On s'attarde de voir quels sont les différents risques et comment nos différents comités qui sont en place pour le retour des employés, des cadres, des employés de soutien, des professeurs, mais aussi comment on va encadrer le retour de nos étudiants en classe. À un niveau 3, on va, bien entendu, comme je le mentionnais tout à l'heure, s'assurer d'avoir un siège à la table, okay, pour les efforts de continuité des opérations. Okay. En tant qu'observateur, en tant que conseiller, justement, je pense que c'est important pour nous autres de bien gérer cette fonction-là d'audit interne et aussi s'attarder à avoir un siège à table. Et comme on le mentionnait aussi tout à l'heure, où est-ce que les gens ne s'attendent pas à ce qu'on va jouer un rôle, mais peut-être qu'on peut jouer un rôle à un niveau 4. Où est-ce qu'il y a un risque, mais il y a aussi des opportunités pour aller dans la zone rouge, où est-ce qu'on va sortir de notre zone d'indépendance pour s'assurer qu'on va supporter l'organisation à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas. C'est des situations des fois irréelles qu'on vit présentement. Donc, on se doit d'avoir sortir de la boîte, justement, mais s'attacher avec le comité d'audit si jamais on le fait. D'accord? Donc, n'hésitez pas à faire cette approche-là ou suggérer cette approche-là à la direction et au comité d'audit. D'accord? Parce qu'il va peut-être de survie de l'audit interne dans votre organisation. On l'a mentionné tout à l'heure, on n'est pas en première ligne de défense, mais on se doit justement de donner de la valeur ajoutée dans l'organisation. Donc, en conclusion, je vous suggère d'utiliser le modèle de maturité durant la crise, OK, pour les chefs d'audit interne, pour les directeurs d'audit interne, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est un cadre qui est reconnu pour la fonction d'audit interne, qui désire ajouter justement de la valeur dans le temps de crise. Je vous ai donné quelques exemples, mais cependant, il y en a plus qui sont disponibles à travers l'information que vous pouvez télécharger, bien entendu. Ça permet à l'audit interne d'améliorer sa performance en fonction des attentes, d'accord? Peut-être que les attentes sont à un niveau 4 dans certaines composantes, peut-être c'est un niveau 3. Donc, c'est d'avoir cette discussion-là, justement, pour pouvoir communiquer, justement, avec cet outil-là qui est très simple,
mais qui va vous donner une multitude de ressources pour pouvoir communiquer justement où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous étiez justement durant cette crise-là et où est-ce que vous projetez dans le futur étant donné la crise. Je vous mentionne depuis le début que c'est un outil simple de communication. Comme exemple, peut-être les gens, ce que j'ai vu beaucoup de directeurs d'audit interne faire, c'est d'enligner une planification stratégique. Okay? Ça va vous donner un visuel qui est quand même assez puissant. Peut-être qu'avant la crise, certains se disent, bien, nos opérations d'audit interne se situent à un niveau 2 globalement. D'accord? Donc, avant la crise, on était à un niveau 2. Pendant la crise, peut-être que vous allez dire, on est allé faire certaines actions, justement, où on les voit en vert ici à l'écran, pour donner certaines valeurs ajoutées. Donc, on est sorti de notre zone de confort pour voir comment on va donner des services conseils, comment j'ai développé des compétences, comment je suis venu changer mon mode de pensée pour donner un plan de vérification qui est encore plus axé sur les risques avec un cadre d'assurance de qualité. Donc, c'est un visuel qui tient sur une page, mais qui va peut-être avoir un très grand apport justement sur la communication que vous allez voir. Et peut-être pour dire aux gens où est-ce que vous projetez justement après la crise. Okay? La crise peut-être va vous durer, dans certaines organisations, va durer quelques semaines, d'autres quelques mois, mais plusieurs vont avoir des répercussions justement pendant la crise. Pendant peut-être la zone de crise va sortir de la zone de gestion de crise, peut-être dans quelques mois. Donc, pour donner et échanger justement avec les différents intervenants où vous allez donner de la valeur ajoutée à l'organisation. Donc, ça va vous aider à répondre à cette question-là. Où était l'audit interne lors de la crise? Je vous ramène un peu le modèle que je vous avais partagé aussi au début. D'accord? Où est-ce qu'on veut se sentir, où est-ce qu'on veut jouer un rôle justement dans une zone justement de croissance, dans la growth zone? Okay? On doit se poser la question, pouvons-nous adresser les nouveaux risques d'une manière différente? Auparavant, on a regardé les risques, on dit, bien, vous, direction, allez mettre quelque chose en place. Après, je vais venir vérifier vos différentes actions et vous dire qu'est-ce que vous avez fait de mal. D'accord? Vous avez un nouveau risque, il y a des choses qui doivent être mises en place. N'attendez pas que les choses aient été mises en place avant de venir gérer ça ou mettre votre grain de sel. Peut-être que vous voulez jouer un plus grand rôle conseil, justement, pour pouvoir aider l'organisation tout en restant dans votre zone de sécurité ou non. D'accord? Donc, n'hésitez pas justement à aller voir de travailler d'une manière différente pour les nouveaux risques. Cependant, essayez de ne pas bloquer les efforts de reprise pour rencontrer des délais artificiels. D'accord? Bien entendu, si c'est des requis réglementaires, vous devez vous assurer de les faire. Cependant, si c'était un audit que vous aviez déjà planifié, mais que vous voulez absolument respecter votre délai pour X, Y, Z raison, si ce rapport-là n'est pas attendu, n'est pas important pour l'organisation, ne venez pas entraver, bien entendu, les efforts de reprise de l'organisation avec justement ces délais-là qui peuvent être artificiels. Pour le chef de l'audit interne, okay, essayez d'être un leader visible dans un monde virtuel. Ce n'est pas parce qu'on ne peut plus se rencontrer en 3 dimensions qu'on ne peut pas communiquer en 2 dimensions. Les technologies sont là. C'est la première. On me dit que le tableau n'est pas clair, bien, vous allez peut-être pouvoir l'agrandir quand vous allez pouvoir peut-être télécharger. Sinon, je pourrais le faire parvenir justement aux personnes qui organisent le webinaire pour avoir justement le tableau qui semble ne pas être clair ici. Donc, comment être le chef d'audit interne, être un leader visible dans un monde virtuel? Essayez de focuser sur 5 risques prédominants présentement. Essayez pas de tirer tout bas, tout côté, justement, sur tous les risques que font face à l'organisation. Il y en a une multitude. Cependant, essayez de focuser sur les 5 risques prédominants et comment vous pouvez ajouter de la valeur. Est-ce que c'est en sortant de votre zone d'indépendance? Est-ce que c'est en donnant plus de services conseils? Est-ce que c'est en donnant de l'information sur une base hebdomadaire au comité d'audit ou au conseil d'administration? D'accord? Vous voyez comment vous pouvez adresser ces 5 risques prédominants-là et comment vous pouvez ajouter de la valeur en tant que tel. Et finalement, mise en place des KPI, des Key Performance Indicators, à court terme pour la fonction. Peut-être que vous allez dire, bien, dans les prochains 6 mois, on veut focuser sur ces 5 initiatives-là qui sont liées aux principaux risques de l'organisation. On veut s'assurer peut-être de certifier X nombre de personnes dans notre organisation et donner de la formation ou faire des vidéos qui seront disponibles pour l'ensemble de l'organisation quand la reprise va être en place. Donc,
en mettant des indicateurs clés de performance, justement, à court terme, vous êtes en mesure de démontrer comment est-ce que vous allez ajouter de la valeur à l'organisation en ce temps de crise. Parfait. On est à la section de questions et réponses. Je ne vois pas encore de questions. N'hésitez pas si vous avez des questions à mentionner, à poser justement, qui pourraient être dans votre intérêt ou dans l'intérêt de chacun des participants. N'hésitez pas à aller les taper dans la section Q et R qui se trouve à quelque part sur votre écran pour pouvoir donner votre question ou taper votre question justement pour qu'on puisse y répondre. D'accord? Je vais poursuivre, mais entre-temps, si vous avez des questions, allez-y. Je vais les adresser à la fin de la présentation s'il y en a. Donc, je vous laisse les liens qui sont utiles aussi. N'hésitez pas à aller voir, télécharger le Internal Audit Capability Model, OK, qui est disponible en Bookstore, mais qui est disponible une portion étendue qui est disponible justement, que vous devez payer, mais une portion qui est plus succincte, qui est très utile, puis que vous n'avez pas à débourser justement, que vous allez consulter justement, ça va vous donner un échantillon d'idées sur lequel, comment vous auto-évaluez, bien entendu, comme on l'a vu. Parfait. Excusez-moi, moi, je n'ai pas vu de questions. Donc, s'il y a quelqu'un qui voit des questions, que ce soit Gali ou Pamela, n'hésitez pas à me les poser directement en prenant la parole au micro. D'accord? Donc, l'Internal Audit Capability Model est disponible sur une version qui est gratuite, l'autre qui est payante. Et aussi, si vous voulez avoir plus de ressources sur les différentes ressources qui sont disponibles justement par l'IIA, il y a une section qui est disponible sur le site de l'IIA Global qui est Responding to the COVID-19 Crisis. Okay? C'est très intéressant. C'est très utile. Il y a plusieurs ressources justement sur les différents risques de cybersécurité, les différents risques d'évaluation des contrôles qui sont peut-être défaillants en temps de crise. Donc, peut-être certaines autres suggestions, certains cadres, d'autres cadres qui peuvent être très utiles pour vous en ce temps de crise. Ceux qui auraient une certaine intention justement de faire pendant cette période-là, justement, de commencer le processus de certification, je sais qu'il y en a quand même plusieurs présentement à Port-au-Prince et en Haïti qui ont déjà la certification CIA. Je vous en félicite. C'est un prérequis qui va être de plus en plus demandé justement dans les différentes organisations. Dans plusieurs organisations justement qui veulent ajouter de la valeur à l'organisation, mais démontrer qu'ils ont un certain niveau, justement, pour le faire. D'accord? Donc, vous avez juste à me contacter. J'offre le coaching pour la première partie à partir de 499 $. C'est disponible en anglais ou en français, tout dépendant de la langue dont vous préférez. Les manuels sont présentement disponibles en anglais. Peut-être certains d'entre vous l'avez encore en français. Et donc, n'hésitez pas à me contacter via courriel pour ce faire. D'accord? Je vais juste revenir à la section questions et réponses. Je ne les vois pas. Je sais que, Pamela, tu me demandes, je ne les vois toujours pas de mon côté. Si tu peux juste me la poser ou juste me l'écrire sur le chat box, je vais être en mesure de pouvoir répondre à la question, mais je ne vois pas la question qui est posée présentement. Donc, si tu peux juste prendre le micro ou me l'envoyer via le chat box, je vais être en mesure de pouvoir y répondre. Bonjour Daniel. Bonjour. Il y a plusieurs questions dans le panel. Il y a une question de Grégory Valère. Je lis la question. Doit-on reprendre totalement le plan d'audit interne? Pourquoi pas une réadaptation du plan en fonction du contexte? Je reprends la question de Grégory Valère. Doit-on reprendre totalement le plan d'audit interne? Pourquoi pas une réadaptation du plan en fonction du contexte? Tout à fait. Très bonne question. Je pense qu'on y a répondu partiellement au début. Peut-être la personne avait manqué le début. Excusez-moi, je ne vais pas vous donner mal au cœur, mais je vais changer quand même de slide ici pour ramener peut-être dans un premier niveau où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on en avait discuté. Excusez-moi, je ne vais vraiment pas vous donner mal au cœur en cette belle journée.
Donc, est-ce qu'on devrait conserver justement notre plan d'audit? La réponse était non. D'accord? Ce qu'on devrait conserver, OK? On doit conserver justement, certaines choses justement qui vont être, qui sont réglementaires et obligatoires. Ces choses-là, on va les conserver. On va conserver les services conseils de la valeur à l'organisation. Okay? On va conserver certaines missions d'assurance qui sont toujours pertinentes et les mandats qui ne sont toujours pas complétés. Bien entendu, ça va nous aider justement à créer cette nouvelle capacité pour voir comment on va pouvoir supporter l'organisation. D'accord? Donc, c'est en ayant ces discussions-là, donc on ne doit pas conserver pleinement ce plan-là. Ce plan-là est obsolète, mais on doit seulement conserver certaines de ces obligations-là ou des choses qu'on pense qu'il y a toujours une valeur ajoutée. Mais je suis d'accord avec toi, la plupart des organisations en passant ont mis de côté 50-60% de leur plan, tout dépendant des impacts sur leur organisation. Certaines organisations qui n'ont pas été du tout touchées vont conserver 60-70%. D'autres organisations vont mettre 80% à la poubelle et recommencer pratiquement à zéro l'opération. En espérant que ça répond à la question, et j'attends la seconde question, s'il te plaît, Pamela. Il y a une autre question de M. Renoir Laventure. Comment mieux renforcer les contrôles en période de COVID-19? Je reprends. Comment mieux renforcer les contrôles en période de COVID-19? C'est une question de Renoir Laventure. Comment les renforcer? Je pense que c'est notre rôle de pouvoir les évaluer. Les renforcer pour nous, renforcer notre rôle et les renforcer, c'est de s'assurer qu'ils sont toujours en place. D'accord? Auparavant, il y avait des signatures peut-être qui étaient requises sur, je vous donne un exemple. Dans notre organisation, on avait encore certaines portions de l'organisation qui fonctionnaient avec beaucoup de papier, avec des signatures physiques. Et on a dû changer d'une manière en dedans de 2 semaines pour passer à des signatures électroniques, qui est un contrôle qui pour nous était acceptable. Donc, ça ne veut pas dire que ce contrôle-là, parce qu'il a été changé, qu'il n'est pas bon, il est beaucoup plus efficace, mais on se doit de s'attarder à ce que l'efficacité soit toujours là présentement. Donc, sur ceux qui sont clés, pour répondre à votre question, M. Laventure, pour ceux qui sont clés, peut-être qu'on va s'assurer de les renforcer en expliquant aux gens pourquoi ils sont toujours importants. Ce n'est pas parce qu'on est en gestion de crise qu'on ne doit pas les faire. Et en faisant une évaluation beaucoup plus robuste de ces contrôles clés-là dans certaines organisations. Et j'espère que ça répond à votre question, M. Laventure. Et s'il y a une autre question, Pamela, je l'attends de ta part. Oui, il y a une autre question de M. Prophète. Quelle devrait être la priorité pour un directeur d'audit interne en période de COVID-19? Je reprends. Quelle devrait être la priorité pour un directeur d'audit interne en période de COVID-19? Merci, M. Prophète, de la question. Très bonne question. La première, ça devrait être de communiquer. Ça serait de communiquer avec la direction. Ça serait la priorité de communiquer avec le conseil d'administration ou le comité d'audit pour s'assurer justement qu'on travaille sur les bonnes choses. D'accord? La première chose que j'ai faite, j'ai regardé mon plan je me suis assis avec le directeur de l'organisation, avec le comité d'audit. Regarde, voici notre plan, voici ce qu'on prévoit éliminer et voici pourquoi. Donc, on s'est déjà entendu sur ce qui devait être éliminé pour ne pas nuire aux activités justement de l'organisation pour se remettre là-dedans. Et après ça, on a regardé la capacité. Vous dites, regarde, voici notre capacité qui est à 50%. Qu'est-ce qu'on va faire avec le reste du 50%? On a notre priorité de l'audit interne, pour répondre à votre question, M. Prophète, ça serait de s'entendre justement avec les différentes parties prenantes sur quelle devrait être la priorité de l'organisation. La nouvelle stratégie de l'organisation, c'est de remettre les choses en place le plus rapidement possible. Est-ce qu'elles ont les informations nécessaires pour ce faire? Comment est-ce que notre valeur, justement, pourrait être mise à profit, justement, dans ce contexte-là? Dans certaines organisations, la réponse, c'est justement c'est de s'entendre sur quelles vont être la priorité pour l'audit interne dans les prochaines semaines. Ça devrait être vraiment ça. Il n'y a pas un one size fits all ou quelque chose qui peut être appliqué dans chacune des organisations. Dans une première organisation, ça va être peut-être la cybersécurité. Dans une autre organisation, ça va être, bon, on est appelé à télétravailler présentement. Est-ce qu'il y a des brèches de sécurité de l'information qui peuvent être justement
entachés parce qu'on a une mauvaise gestion de ces outils-là de travail. Dans certaines autres organisations, le chef de l'audit interne va devoir se pencher justement sur le regard, est-ce que nos contrôles clés sont toujours en place présentement et est-ce qu'on observe toujours un respect de la conformité de ces contrôles-là? Donc, il n'y a pas une réponse uniforme, mais la première chose, ça devrait être vraiment d'avoir un siège à la table pour s'assurer de bien comprendre et de bien s'entendre sur quelles devraient être les priorités en fonction de cette nouvelle capacité-là pour supporter l'organisation-là en période de crise. Donc, en espérant que ça répond à votre question, je ne sais pas si Pamela, il y a une autre question. Oui, il y a une autre question. C'est une question de Mudley Israël. Si on travaille dans le milieu d'audit externe, comment faire pour gérer cette période? Je reprends. Si on travaille dans le milieu d'audit externe, comment faire pour gérer cette période? Car notre travail devient pratiquement impossible. Ce que je vous dirais, c'est d'essayer de rendre votre travail possible. Ce qu'on voit, nous présentement, tout dépendant des pays, nous, ici à Montréal, on commence la période d'audit de nos états financiers présentement avec nos auditeurs externes, étaient déjà, eux, dans le passé, beaucoup en télétravail pour s'assurer de pouvoir travailler sur leurs clients, peu importe qu'il était à la maison ou du bureau ou s'il était peut-être chez un autre client. Donc, c'est de savoir comment est-ce que vous allez pouvoir vous adapter en termes de vérification externe sur les différentes possibilités. Peut-être que dans le passé, vous revoyez changer votre méthode de travail pour revoir des documents physiques qui étaient auparavant en s'appuyant justement sur le contrôle interne qui est en place ou sur l'analyse des données qui est possible. D'accord? Présentement, nos vérificateurs externes, nous, s'appuient beaucoup moins sur des preuves physiques, mais vont aller regarder les contrôles qui ont été validés des fois par l'audit interne et justement pour se donner une idée avec les fichiers électroniques qu'ils ont en leur possession. D'accord? Si ce n'est pas possible, essayez quand même de travailler avec des modes de présentiel qui sont sécurisés, tout dépendant des requis de santé de votre organisation. Présentement, nous autres, on essaie d'éviter le contact physique, mais si c'est nécessaire présentement, on va s'assurer d'utiliser les outils technologiques comme on le fait aujourd'hui, bien entendu. Mais sinon, on n'a pas vu trop de différence, nous, en ce qui a trait la présence physique. Si on le faisait d'une personne à l'autre dans la même salle, si on garde un respect de 2 mètres ou de 6 pieds de différence entre les deux personnes pour une période très courte, mais en portant le masque et en s'assurant, bien entendu, de ne pas toucher les autres personnes ou des objets qui ont été touchés par les autres personnes. Donc, je vous demanderais peut-être d'être créatif et peut-être de vérifier peut-être avec vos bureaux, si vous avez des bureaux dans d'autres pays, quelles sont les nouvelles pratiques en termes d'évaluation externe, d'audit externe, justement, qui sont en place pour aider justement ces choses-là. Donc, on essaie de garder la nouvelle normalité et de s'adapter en fonction de ça, en adaptant nos méthodes de travail, en changeant nos méthodes de validation, parce qu'il n'y a pas juste une manière de faire de la vérification interne, il y en a plusieurs. Donc, essayez de voir les autres éléments que vous pouvez valider, mis à part les pièces physiques. Mais si c'est le cas, s'il doit avoir une présence physique, bien, assurez-vous d'avoir que ce soit ici, on porte des gants ou des masques lorsqu'ils sont disponibles pour pouvoir se faire, même si ce sont des masques artisanaux. Je pense que c'est toujours mieux d'avoir cette protection-là que de ne pas en avoir, bien entendu. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Et Pamela, j'attends la prochaine question si jamais il y en a une autre. Oui, il y a une question de M. Lamotte. Donc, je lis la question. Dans un nouveau contexte favorisant le télétravail et dans une tentative de rendre notre travail possible, quel niveau de confiance peut-on accorder aux évidences pièces justificatives fournies de façon numérique en ligne? Je reprends. Dans un contexte favorisant le télétravail, quel niveau de confiance peut-on accorder aux évidences fournies? Oui, les évidences qui vont être fournies vont être différentes que ce soit les évidences que vous aviez l'habitude de travailler dans le passé. On peut être changé à ce moment-là. Je vous faisais comme exemple justement les évidences qui étaient auparavant du physique pour les signatures de contrats. Présentement, mon niveau de confiance est beaucoup plus élevé parce qu'on a des éléments informatiques.
Dans le passé, des signatures pouvaient être forgées et répliquées et copiées. Présentement, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on est dans un contexte informatique. D'accord? On approuve présentement, on accepte présentement, nous, dans les approbations de comptes de dépenses avant qu'ils étaient signés, on est avec un courriel qui est du nom justement de l'autorisateur, parce qu'on se doit d'être flexible. Donc, je vous dirais dans un premier temps d'être flexible pour pouvoir utiliser votre jugement pour voir qu'est-ce qui fait du bon sens aussi. Dans le passé, on demandait des observations ou des confirmations de certaines évidences par courriel. Ces évidences-là n'ont pas changé. Des fois, je demandais d'avoir justement une confirmation verbale de la part d'une personne. Mais je peux avoir cette confirmation-là verbale en ayant cette conversation-là vis-à-vis, mais comme je peux l'avoir en vidéoconférence aussi. En mode de télétravail, ces choses-là ne sont pas impossibles. Donc, utilisez votre jugement et pour voir, et soyez quand même assez flexible dans votre méthode. Donc, encore une fois, on a une situation exceptionnelle qui demande justement d'avoir des choses qui n'étaient pas acceptables. Donc, gérez votre risque en fonction de ça ici, mais documentez ce que vous faites aussi. Donc, en documentant les différentes choses qui sont en place, les différentes modifications de contrôle. Donc, pour voir qu'est-ce qui est acceptable pour vous ou non, et le documenter et porter un jugement professionnel parce que les manières de faire ont changé, bien entendu. Donc, j'espère, M. Lamotte, que ça répond à votre question. Et Pamela, peut-être une dernière question de la part de l'audience? Oui, il y a une dernière question de Rumler Alexandre. Doit-on garder les mêmes stratégies après cette période de pandémie et auront-elles les mêmes portées sur le plan organisationnel? Donc, merci de la question. La réponse est non, on ne doit pas garder ça. Bien entendu, on va changer notre manière de faire. L'organisation a changé cette manière de faire. On doit changer notre vision de l'audit interne. On doit changer notre manière de travailler aussi. Tout en conservant, comme j'ai mentionné tout à l'heure, ce qui est déjà requis ou ce qui est une obligation, que ce soit par nos bailleurs de fonds, que ce soit par les requis réglementaires, bien entendu, mais de voir comment est-ce qu'on va s'adapter à cette nouvelle réalité-là. D'accord? Et c'est l'occasion rêvée pour tout département d'audit interne de revoir cette stratégie-là, pour voir comment on est en train de faire une nouvelle revue stratégique, nous, de notre département en fonction de ça. Et on doit être en mesure de pouvoir bien les adresser. Mais c'est d'avoir cette communication-là avec la direction et le conseil d'administration et le comité d'audit, bien entendu. Parfait. S'il y a d'autres questions, le temps nous limite un petit peu, mais s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir par courriel. Et si vous êtes aussi intéressé pour avoir du coaching personnel pour le CIA, pour la partie 1, n'hésitez pas à communiquer avec moi, que ce soit avec LinkedIn, c'est toujours un bon véhicule, ou par courriel. Je vous remercie de votre participation. Je vous souhaite bon courage. Écoute, toujours beaucoup de résilience, je trouve, de la part des gens d'Haïti avec tout ce qui ont tombé sur votre dos dans les dernières années. Vous avez toujours été un peuple résilient, donc continuez d'être créatif en fonction de l'audit interne, de votre approche de l'audit interne. Et je vous souhaite un bon courage à travers tout ça. Je vous invite à connecter avec moi à LinkedIn aussi. À travers LinkedIn, c'est toujours un bon véhicule. Si vous avez des questions dans les prochaines semaines, vous voulez échanger sur l'audit interne, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir pour moi de supporter les fonctions d'audit interne d'Haïti, de Port-au-Prince particulièrement. Donc, je vous remercie et je laisse la parole finale aux organisateurs. Merci, Daniel. Merci à chaque participant. Avec ce webinaire, prend fin le mois de sensibilisation à l'audit interne. Mais notre mission de promouvoir le rôle et la valeur de la profession, assurer ainsi une relève de qualité et rehausser la perception de la communauté d'affaires par rapport à l'audit interne continue. Nous restons convaincus que ce webinaire a été productif pour vous et nous vous remercions et nous vous souhaitons bon courage. Merci encore, Daniel. Ça me fait un grand plaisir. Bon courage à tous.